Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour les nouvelles actualités juridiques sociales mensuelles. Bonjour Alexia. Bonjour à tous, bonjour Cécile. Alors ce mois-ci, nous avons décidé de vous parler de quelques sujets que nous vous avons sélectionnés. Le premier sujet dont je souhaite vous faire part, c'est une nouvelle obligation que vous avez depuis le début de l'année de faire une déclaration lorsque les salariés refusent une offre de transformation de CDD en CDI. Le deuxième sujet dont je souhaite vous parler, c'est faire un petit récapitulatif sur les modalités de prise de congés payés dans l'entreprise. Et toi, Alexia, qu'est-ce que tu nous as sélectionné pour ce mois-ci? Alors moi, je vais vous parler de quelques mesures relatives aux arrêts de travail, des petites nouveautés. Ensuite, la nouvelle version du TESA et une petite info sur les exonérations des travailleurs occasionnels. Eh bien, c'est parti. Alors Alexia, j'ai vu que nous pouvions désormais avoir des arrêts de travail qui étaient prescrits en téléconsultation. Donc effectivement, Cécile, il est possible d'avoir un arrêt de travail en téléconsultation. Cependant, celui-ci est limité à 3 jours pour la prescription ou le renouvellement. Du coup, si j'ai un arrêt supérieur à 3 jours, qu'est-ce qui se passe? Dès lors qu'il est supérieur à 3 jours, pour être indemnisé par la sécurité sociale, il faut que ce soit le médecin traitant qui renouvelle ou qui prescrive l'arrêt de travail ou que le salarié justifie de l'impossibilité de consulter un professionnel de santé physiquement. Voilà, c'est les deux conditions pour que l'arrêt de travail soit pris en charge. Une information concernant le délai de carence pour les interruptions médicales de grossesse. Le délai de carence a été supprimé pour les femmes ayant subi une interruption de grossesse pour motif médical. Et donc celles-ci seront indemnisées dès le premier jour si l'arrêt de travail est bien sûr lié à cette cause. Donc j'en ai terminé sur les mesures liées aux arrêts de travail. Cécile, je te laisse prendre le relais. Donc là, j'ai une petite problématique. J'ai un CDD qui a refusé de prendre un CDI. Qu'est-ce que je dois faire? Alors déjà, Alexia, en tant qu'employeur, c'est une bonne nouvelle puisqu'il ne sera pas nécessaire de lui verser la prime de précarité. Au terme d'un CDD qui ouvre droit à une prime de précarité, vous devez verser cette prime au salarié à moins que vous lui ayez proposé avant la fin de son CDD un passage en CDI selon les mêmes conditions. Proposez-le par écrit pour avoir un moyen de preuve. Si le salarié refuse ce passage en CDI, vous n'aurez pas à verser cette prime de précarité. Deuxième chose à savoir, et ça c'est nouveau, depuis le début de cette année 2024, vous avez en tant qu'employeur une nouvelle formalité déclarative à réaliser. Vous devez effectivement prévenir Pôle emploi qu'un salarié a refusé une offre de passage en CDI. Tout simplement parce que ce refus, désormais, va modifier ses droits à indemnisation chômage dans certaines mesures. Nous avions la loi marché du travail du 21 décembre 2022 qui avait annoncé cette limitation d'ouverture de droit au chômage du salarié qui refusait de passer en CDI. On a attendu le décret d'application très longtemps, nous l'avons eu en fin d'année, et puis un arrêté également d'application tout début d'année 2024. Donc la procédure applicable, désormais, nous la connaissons. En tant qu'employeur, vous devez d'abord proposer par écrit votre offre de CDI au salarié, vous la proposez en recommandé, lettre remise en main propre ou tout autre moyen donnant date certaine à sa réception, avant le terme du CDD, bien entendu, ou du contrat de travail temporaire, puisque les mêmes modalités existent pour les salariés intérimaires. Donc vous proposez votre offre de CDI sur un emploi identique ou similaire, avec une rémunération et un temps de travail au moins équivalent, avec une classification et un lieu de travail identique à la relation qui s'est déroulée en CDD précédemment. Vous accordez à votre salarié un délai raisonnable. Alors on estime qu'un délai raisonnable, 8 jours, c'est relativement suffisant pour le laisser réfléchir. Bien évidemment, ne laissez pas un délai de 24 heures pour lui donner une réponse, parce que sa réponse pourra effectivement être jugée un peu précipitée et pas donnée en toute connaissance de cause. Vous allez lui préciser qu'à l'issue de ce délai que vous lui avez laissé pour accepter votre offre, une absence de réponse équivaudra refus de votre proposition. Au terme de ce délai, votre salarié a refusé de passer en CDI ou ne vous a rien dit, il est donc réputé avoir refusé de passer en CDI, alors vous allez devoir, dans le délai d'un mois, informer France Travail, donc Pôle emploi, qui est devenu France Travail désormais. Vous allez le faire par voie dématérialisée sur le site démarche-simplifié au pluriel.fr. Vous allez devoir déposer sur ce site le descriptif de l'emploi proposé pour effectivement prouver qu'il s'agissait bien du même type de poste, etc., ce qu'on vient de voir juste avant. Vous allez mentionner le délai que vous avez laissé au salarié pour se prononcer sur votre offre de passage en CDI. Et puis, vous allez mentionner également la date de refus de votre salarié. À réception des informations complètes, Pôle emploi, France Travail, informera le salarié des conséquences de son refus, puisque désormais, 2 refus de CDI dans une limite de 12 mois
vont lui priver l'accès d'ouverture au droit chômage. Donc cette procédure est importante, soignez-la bien évidemment, puisqu'il y a un impact sur les droits à chômage du salarié et il nous semble important que le salarié soit bien au courant des conséquences de son refus de votre offre de CDI. Voilà, et c'est une obligation de l'employeur de faire cette déclaration. Alexia, est-ce que j'ai répondu à tes questions? Oui, très bien. Alors c'est moi qui vais te poser une autre question désormais parce que je crois que tu as souhaité nous parler des nouvelles modalités sur le TESA, titre emploi service agricole, dans le secteur agricole. Oui, le TESA était amené à disparaître parce qu'en fait il n'entrait pas dans l'environnement de la DSN. Donc, depuis le début de l'année, des modifications ont été faites justement pour pouvoir ancrer le TESA dans la DSN pour pouvoir pérenniser cet outil déclaratif. Donc bonne nouvelle pour le secteur agricole, voilà, qui doit vouloir continuer d'utiliser ce dispositif très pratique. Voilà. Donc depuis le 1er janvier 2024, donc une nouvelle version en ligne est lancée avec des nouveautés, avec une interface modernisée et plus simple à utiliser. Simplement la différence par rapport aux années précédentes, c'est que une fois les bulletins de salaire effectués sur le site de la MSA pour les TESA, vous avez l'obligation d'effectuer une DSN tous les mois après avoir établi vos salaires. Donc c'est une nouvelle formalité à accomplir. Et qui est obligatoire à faire à une échéance donnée. Et si la DSN n'est pas faite, vous pouvez avoir des pénalités, puisque c'est quand même la déclaration des éléments de salaire qui sont distribués après à tous les organismes. Et puis je crois qu'il y a du côté du secteur agricole aussi une autre nouvelle concernant les exonérations de travailleurs occasionnels. Exactement. Le gouvernement annonce le maintien de l'exonération de la TODE, qui est travailleur occasionnel demandeur d'emploi. Donc cette exonération devait être amenée à disparaître et du coup elle est prolongée jusqu'au 31/12/2025. Donc ça c'est aussi une bonne nouvelle pour le secteur agricole. Moi j'en ai terminé sur ces deux points-là. Cécile, je te laisse prendre le relais. Alors effectivement, je voulais vous faire un petit point sur la gestion des congés payés en entreprise, parce que nous avons très souvent des questions, et notamment en tant qu'employeur, vous nous demandez beaucoup, est-ce que mon salarié peut m'imposer de prendre des congés à telle ou telle date? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire aussi, moi, en tant qu'employeur, en termes d'imposition de période de congés payés? Alors, il y a surtout un cadre de départ à respecter. Tout d'abord, vous devez définir la période d'ouverture pour la prise de congés payés. Sachez que cette période de prise de congés payés doit inclure nécessairement la période 1er mai, 31 octobre. Sur cette période, vous devez permettre à vos salariés de prendre au moins 12 jours consécutifs sur leur congé principal de 4 semaines. On a 5 semaines de congés payés par an. Il y a 4 semaines qui sont dites au titre du congé principal et une 5e semaine qui est traitée de manière particulière. Cécile, j'ai une petite question. J'ai entendu parler des jours de fractionnement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, parce que c'est quand même un petit peu flou? Oui, alors ces jours de fractionnement, on en parle, on n'est pas toujours bien au courant de la manière dont ça se passe, aussi bien côté salarié que côté employeur. Donc sachez que vous avez l'obligation, je viens de le dire, de laisser la possibilité à vos salariés de prendre 12 jours consécutifs entre la période 1er mai 31 octobre, donc 2 semaines complètes de congé. Qu'est-ce qu'on fait des autres semaines de congés payés? Sur le congé principal, il nous reste 2 semaines. Si ces semaines sont posées dans la période 1er mai 31 octobre, il n'y a pas de jour de fractionnement. D'accord. Si une partie de ces congés sont posés en dehors de la période 1er mai 31 octobre, cela donne droit à des jours de fractionnement. Des jours de fractionnement, c'est des jours de congés payés que l'on donne en plus aux salariés. Alors combien de jours va-t-on pouvoir donner? Si le salarié prend entre 3 et 5 jours en dehors de la période 1er mai 31 octobre, alors il aura droit à une journée de congé payé supplémentaire. S'il prend jusqu'à 6 jours en dehors de cette période, il aura droit à 2 jours de congé payé supplémentaires. Alors parfois, c'est votre salarié qui souhaite prendre des congés en dehors de la période 1er mai 31 octobre, parce qu'il a envie de partir en vacances de ski au mois de février, et donc lui, il n'a pas d'intérêt particulier à poser le reste de ses semaines dans la période dédiée au congé principal. Donc, vous avez la possibilité de faire renoncer expressément au salarié à ces jours de fractionnement. Concrètement, si c'est vous qui lui demandez de poser ses jours en dehors, il va être compliqué de lui demander de renoncer à ses jours de fractionnement. Si en revanche c'est lui qui le souhaite, il n'y a aucun problème particulier à lui accorder la possibilité de partir en dehors de cette période et de lui demander de renoncer à ses jours supplémentaires. La 5e semaine de congé payé, quant à elle, est traitée complètement à part. Elle n'ouvrira pas droit à jour de fractionnement. Lorsque vous avez déterminé votre période d'ouverture
pour la prise de congés payés, vous devez informer bien entendu l'ensemble des salariés de l'entreprise qui pourront prendre leur congé entre telle période et telle période. Vous devez les informer 2 mois avant l'ouverture de cette période pour avoir le temps de recueillir leurs souhaits. Vous allez recueillir les souhaits de chacun et s'il y a des dates de congé qui ne vous conviennent pas par rapport au fonctionnement de l'entreprise, il n'y a aucun problème pour les refuser. Si vous avez des personnes qui vous demandent des congés payés en même temps et que du coup c'est gênant pour le fonctionnement d'un service, vous allez devoir faire des choix d'ordre de départ, référez-vous à votre convention collective qui va vous aider à déterminer qui pourra partir en premier. Et en tout état de cause, eh bien, si votre convention ne prévoit rien, vous allez regarder par rapport aux situations de famille, par rapport à l'ancienneté du salarié, et puis par rapport au fait qu'il s'agit d'un salarié qui est peut-être à d'autres employeurs aussi, et il faudra lui permettre de partir à la date à laquelle la plupart de ses employeurs lui permettront de partir. Cécile, j'ai une question. Est-ce que je peux modifier les dates de congés payées n'importe quand ou une fois que les salariés ont accepté? Voilà, oui. Que moi aussi, en tant qu'employeur, j'accepte. Voilà, puis en fait, finalement, je me dis, oh bah non, ça m'arrange pas, je vais changer les dates de congés. Oui, alors effectivement, bon, c'est pas très bon pour le climat social de changer les congés payés, mais ça peut arriver qu'il y ait un problème dans l'entreprise et que vous deviez faire face à un événement particulier. Vous avez la possibilité de changer l'ordre des départs et les dates de congés jusqu'à 1 mois avant le départ des salariés, pour les congés payés ou pour les RTT. En cas de circonstances vraiment exceptionnelles, vous pourrez raccourcir ce délai d'1 mois, mais dites-vous que jusqu'à 1 mois avant la date de départ, il est encore possible de modifier les dates de congés. J'en profite pour vous dire qu'il est important de veiller à ce que vos salariés prennent bien leurs 5 semaines de congés payés dans l'année, du 1er mai au 30 avril de l'année suivante. Si ces jours n'ont pas été pris en totalité, peut-être vous avez pratiqué dans l'entreprise depuis plusieurs années l'usage du report, donc les compteurs de congés s'incrémentent de plus en plus chaque année. Ça, c'est pas une bonne idée parce que déjà vous ne permettez pas à vos salariés de vous reposer, et puis le jour où un salarié quitte l'entreprise, vous vous retrouvez avec des compteurs de congés payés très importants à solder, et c'est mauvaise surprise et ça représente un coût financier qui n'est pas négligeable. Donc, veillez à ce que ces congés soient bien pris, obligation de sécurité de l'employeur, obligation de permettre au salarié de prendre son repos. Et quand vous constatez que les congés n'ont pas été pris et que la fin de la période arrive, vous devez rappeler à vos salariés le nombre de congés qu'il leur reste à prendre et leur permettre de prendre ces congés. Bien entendu, si c'est vous qui refusez pour des contraintes de fonctionnement d'entreprise, il faudra accorder le report des congés payés. Si vous avez pratiqué ce report depuis des années, vous ne pouvez pas l'arrêter du jour au lendemain sans respecter un certain formalisme. Donc, vous pouvez notifier à l'ensemble des salariés que vous décidez d'arrêter cette pratique du report. Si vous avez un comité social et économique, vous devez également prévenir ce comité social et économique en amont. Et puis, vous pourrez effectivement, à compter de l'année suivante, arrêter cette pratique du report. J'espère que je vous ai éclairé sur les modalités de prise de congés payés de vos salariés. Alexia, est-ce que toi, tu avais des questions complémentaires? Non, écoute, tout est clair pour moi. Eh bien, super. Donc, on en a terminé pour l'actualité de ce mois-ci. Et nous allons laisser place aux actualités juridiques fiscales. Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver ce mois-ci pour l'actualité fiscale. Je suis Diane Vermeil de Conchard. Je suis Ismaël Diané. Et nous travaillons ensemble dans l'équipe fiscale du cabinet André à Beaune. On va tout de suite commencer avec une actualité concernant les loueurs en meublé. Donc s'agissant en fait des micro-BIC. Vous savez que si vous êtes loueur en meublé, vous relevez des bénéfices industriels et commerciaux. Vous pouvez bénéficier du micro-BIC, c'est-à-dire du régime micro, si vos recettes avant 2024 étaient inférieures à 188 700 €. Ça vous permettait de bénéficier du micro-BIC et d'un abattement forfaitaire au titre des charges de 71%. C'est pour le cas où vous étiez en chambre d'hôte ou alors si vous louez un meublé de tourisme classé. Pour les autres cas de location meublée, il fallait que les recettes soient inférieures à 77 700 et vous bénéficiez alors d'un abattement de 50%. Suite à la loi de finances, est introduit un nouveau plafond pour les locations meublées de tourisme non classées. Il faut, pour bénéficier du micro-BIC à ce titre, avoir des recettes l'année précédente inférieures à 15 000 € et vous bénéficiez alors d'un abattement de 30% seulement. Le problème, entre guillemets, c'est que la loi de finances prévoyait ce plafond pour les revenus 2023. Donc fin 2023, la loi de finances sort et c'est rétroactivement qu'elle s'applique pour tous les revenus 2023 qu'on bénéficie de ce plafond. Comme ça posait un problème pratique en termes de déclaration, l'administration tolère que pour les revenus 2023, vous gardiez les plafonds antérieurs, c'est-à-dire vous pouvez bénéficier du micro-BIC au titre d'une location meublée non classée en 2023 si vos recettes de l'année précédente étaient inférieures à 77 700 € et vous bénéficiez aussi
d'un abattement de 50% au lieu des 30% prévus par la loi de finances. Ça veut dire une deuxième chose, c'est que si l'an prochain, vous avez des loyers, si en 2023, les recettes étaient supérieures à 15 000 euros, ça veut dire que vous ne pourrez plus relever du micro-BIC et qu'il faudra alors déduire des charges de manière réelle. La seconde thématique que nous allons aborder en lien avec une décision de la Cour administrative d'appel de Douai, parue ce 8 février 2024. De quoi s'agit-il concrètement? C'est une SARL de famille dont l'activité est la location meublée. Et cette SARL de famille, justement, relève de l'impôt sur le revenu et elle est détenue à 99% par un contribuable. Concrètement, elle a, en 2015, décidé de céder un immeuble constitué de plusieurs appartements et pour la détermination de sa plus-value, elle a pris en compte des travaux qu'elle avait effectués pour l'aménagement de cet immeuble. Et ainsi que vous le savez déjà, pour déterminer la plus-value, on prend d'une part le prix de cession, duquel on retranche le prix d'acquisition de l'immeuble, majoré d'éventuels autres frais. Et en l'occurrence, la SARL a pris en compte les dépenses pour les travaux d'aménagement qu'elle avait effectués sur cet immeuble. Donc, au cours d'une vérification, l'administration remet en cause cette modalité de détermination de la plus-value parce qu'elle estime entre autres que les dépenses de travaux d'aménagement de l'immeuble ont déjà été amorties. Donc ça, c'était la position de l'administration. Que nous dit la Cour? La Cour fait droit à la position de l'administration et rejette les arguments du contribuable en rappelant en l'espèce que les dépenses des travaux d'aménagement de l'immeuble ont déjà été amorties au cours de l'exercice au cours duquel ces dépenses ont eu lieu et que dans l'autre sens, elles ont été prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu du contribuable et que dès lors, elles ne peuvent plus majorer le prix d'acquisition de l'immeuble quand il s'agit de déterminer la plus-value de cette opération. On poursuit l'actualité fiscale avec les loueurs en meublé, s'agissant de la taxe d'habitation en particulier. Je vais vous parler d'un jugement du tribunal administratif de Nîmes de janvier 2024. Par principe, la taxe d'habitation est supprimée pour les résidences principales. En revanche, si vous êtes titulaire propriétaire d'une résidence secondaire, vous avez une taxe d'habitation. Le cas qui a été soumis au juge, il s'agissait de contribuables qui donnaient en location un appartement en Airbnb. L'administration leur a demandé de payer la taxe d'habitation au titre de cet appartement, au prétexte qu'ils disposaient de l'appartement au 1er janvier de l'année d'imposition. Alors par principe, la taxe d'habitation n'est pas due pour les résidences principales. En revanche, elle peut être due sur les résidences secondaires. Elle est due aussi par la personne qui a la disposition du bien, a priori au 1er janvier de l'année d'imposition. Les contribuables ont avancé le fait que l'appartement était loué la plus grande partie de l'année, mais ça n'a pas été suffisant, puisque le juge a considéré qu'ils en avaient effectivement la disposition en acceptant ou en refusant des réservations et en se réservant une certaine plage dans l'année pour pouvoir disposer du bien. Ainsi, le propriétaire qui donne en location meublée en Airbnb un appartement peut être redevable de la taxe d'habitation s'il en a la disposition, c'est-à-dire s'il ne loue pas le bien toute l'année, sur toute l'année complète, et quand bien même il serait redevable de la CFE au titre de cet appartement. L'autre actualité que je souhaite aborder avec vous, c'est une réponse ministérielle parue ce 12 décembre 2023. La question a été posée par le député Philippe Lotio. La question posée concerne la TVA afférente aux dépenses pour la mise à disposition des logements au personnel de l'entreprise. La règle est posée à l'article 206, grand 4, deuxièmement, petit 2 de l'annexe 2 au Code général des impôts et dispose concrètement que le contribuable ne peut pas déduire la TVA qui a grevé les dépenses de biens ou de services qui concourent à mettre à disposition à titre gratuit, soit du dirigeant ou du personnel de l'entreprise, des logements. Ça, c'est la règle. Et l'exception à cette règle, c'est que soit les logements sont mis à disposition des dirigeants ou du personnel à titre onéreux, donc que le contribuable facture aux bénéficiaires, ou alors que les logements soient mis à disposition à titre gratuit, mais pour une certaine catégorie de salariés. En l'occurrence, le personnel dédié à la surveillance et au gardiennage. Et en l'espèce, la notion de personnel salarié dédié à la surveillance et au gardiennage doit être entendue au sens très strict du terme. Et concrètement,
qu'est-ce qu'il en ressort de cette question? C'est que le député a demandé au gouvernement si cette exception que je viens de vous énoncer était extensible au personnel de l'hôtellerie et de la restauration. Et donc le gouvernement répond à cette question en argumentant sur 3 différents points. Le premier point, c'est que la mesure d'exclusion, donc qui interdit aux contribuables de déduire la TVA qui grève les dépenses pour la mise à disposition à titre gratuit des logements au personnel, cette exclusion est prise pour lutter contre la fraude. Donc ça, c'est le premier argument du gouvernement. Le second argument, c'est que si on étend l'assouplissement que je vous ai évoqué au sujet du personnel salarié dédié au gardiennage et à la surveillance, cela va coûter très cher aux finances publiques. Donc ça va être un grand manque à gagner pour les finances publiques. Et le troisième argument, c'est que le secteur de l'hôtellerie et de la restauration bénéficie déjà d'une mesure en griffe favorable, notamment sous certaines conditions et concernant la TVA au taux de 10%. Donc le gouvernement argumente sur ces 3 points et conclut par la négative en disant qu'il n'est pas possible d'étendre l'assouplissement que je vous ai évoqué au personnel de l'hôtellerie et de la restauration. On poursuit avec une actualité concernant le pacte Dutreil. C'est afférent à un arrêt de la Cour de cassation, la Chambre commerciale, du 29 novembre 2023. Donc, pour rappel, le pacte Dutreil, ça fait référence à la transmission d'une entreprise. Donc si vous êtes détenteur de titres d'une société, que vous voulez donner les titres à vos enfants, vous pouvez bénéficier en échange, en contrepartie d'un certain engagement de conservation des titres, d'une réduction des droits d'enregistrement sur la valeur de ces titres. Concrètement, vous donnez vos titres à vos enfants, vous leur donnez pour 100, vous n'êtes imposé au droit de donation que sur 25% de cette valeur. Donc c'est très intéressant, c'est souvent mis en œuvre. La contrepartie, c'est l'engagement de conservation des titres, c'est-à-dire que vous souscrivez un engagement de conservation pour une durée de 2 ans, au cours desquels vous donnez les titres à vos enfants, qui poursuivent donc cet engagement et qui eux-mêmes, par la suite, s'engagent individuellement à conserver les titres pendant 4 ans. Une fois que tous ces délais sont terminés, la réduction d'impôt, l'exonération est effective. Au cas précis, il s'agissait d'un couple qui a donné les titres d'une société à ses enfants. Au cours des 2 premières années, c'est-à-dire au cours de l'engagement collectif de conservation, leur fille décide de céder les titres à un signataire, à une autre personne qui s'était engagée à la conservation de ses propres titres. Les juges considèrent que cette cession l'empêche elle-même de s'engager, de poursuivre son engagement de conservation et de, par ailleurs, par la suite, satisfaire son engagement de conservation à titre individuel. C'est pourquoi cette cession remet en cause le bénéfice de l'exonération dont elle a bénéficié. On termine avec une autre réponse ministérielle, cette fois-ci au sujet de l'option pour le barème progressif. Comme vous le savez, les revenus gain net, plus-value et autres revenus entrant dans cette catégorie, qui sont dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire unique, PFU, peuvent donner lieu à une option express du contribuable pour le barème progressif. Donc l'intérêt d'opter pour le barème progressif, ça peut être l'application de certains abattements et ainsi que d'autres modalités pour la détermination du revenu global. Le contribuable peut opter pour le barème progressif, mais en ayant à l'esprit que l'option est express, irrévocable, et qu'elle concerne les revenus entrant dans cette catégorie pour l'année d'imposition. Et la réponse ministérielle permet justement, ici en l'occurrence à l'administration, d'apporter d'autres éléments de réponse, notamment dans la situation du contribuable qui, au moment des déclarations, n'a pas déclaré le revenu catégoriel en cause et qui est engagé dans une procédure de contrôle ou de rectification de l'administration. Et ici, en fait, l'administration donne l'opportunité au contribuable d'opter ex post, c'est-à-dire bien qu'il soit en dehors des délais, donc parce qu'il est engagé dans une procédure, on lui donne l'opportunité de quand même pouvoir exercer l'option pour le barème progressif pour la détermination de ses revenus au cours de cette procédure. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Ismaël pour toutes ces explications. Merci Diane. On espère avoir été assez clairs et on reste à votre disposition si vous avez plus de questions. À bientôt. À bientôt.